Alors, nous savons que cette transition va forcément aboutir à une élection. Alors, en tant que président de l'Union du progrès de la Guinée, qu'est-ce que vous faites à l'interne pour vraiment vous préparer à affronter les élections présidentielles qui seront organisées dans l'avenir? En fait, on crée un parti politique pour aller aux échéances électorales, pour briguer le mandat suprême même de la nation. Donc, cette phase transitoire, on sait qu'elle va finir forcément par des élections. Et Et c'est là, une phase préparatoire pour vous aussi, les politiques. pour tout le monde, même pour les citoyens qui doivent aussi voter pour leurs candidats. Parce que si aujourd'hui on pense que c'est l'affaire seulement des partis politiques, on se trompe. Nos anciennes lois reconnaissaient même la société civile dans les élections communales. Donc il revient aujourd'hui à tout le monde de mettre tout en œuvre pour que les élections de fin de transition soient des élections transparentes, crédibles et qu'on cesse d'aller à la fraude comme on l'a vu au temps de Alpha Condé où il voulait coûte que coûte avoir la majorité et à l'Assemblée avoir toutes les communes sans même mettre la méthode et pendant les élections il faisait usage de la force pour avoir les résultats. Les dernières élections, la présidentielle du 18 octobre, moi j'étais en forêt, j'avais fait la campagne là-bas et nous avons été totalement perturbé le soir des élections en voyant les cadres qui étaient allés de Conakry avec des véhicules de policiers, de gendarmes pour aller faire pression sur les présidents des bureaux de vote, prendre les résultats et les déformer. Je pense que nous avons dépassé cette étape. M. Alpha Condé doit aller avec tout son système et donner à la Guinée l'espoir d'une élection crédible, l'espoir d'une élection transparente pour permettre aux Guinéens de choisir leurs responsables qui vont gérer le pays. Parce que s'il y a de bonnes élections, retenez que la suite va être la paix. Mais des élections truquées, des élections où les gens ne se sont pas exprimés, où ils se sont exprimés, mais les résultats ont été détournés, amènent toujours des troubles après. Mais pendant ce temps, pendant que les politiques se battent pour obtenir 15 places au CNT, Siakabari, on remarque qu'il est sur le terrain, il fait ses campagnes. Maintenant là, est-ce qu'on peut dire que les partis peuvent faire de même, M. Bonimi? Bon, je ne sais pas s'il est en train de faire la campagne. Bien sûr, il est en train en tout De cas, de mobiliser. mobiliser. Oui, tous les partis sont libres de mobiliser leurs militants, d'aller sensibiliser leurs militants. Maintenant, si ça prend la forme de campagne, on n'est pas en période de campagne. Oui, on n'est pas en période de campagne, mais là, il est plus proche des communautés, en lieu et place d'être là et grouiller pour les 15 places octroyées par le CNRD. Ah non, les 15 places données par le CNRD, je crois que c'est une affaire déjà réglée au niveau de l'intercoalition. Les partis et les coalitions se sont retrouvés et les séances présidées par Ousmane Doré et la liste a été déposée. La période même qui était indiquée est déjà passée. Vous ne pouvez pas dire que Siaka Barry est sur le terrain pour pouvoir avoir les 15 places. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pendant que les autres se battent pour obtenir 15 places au CNT, Siakabari, lui, est plus proche des communautés. En tout cas, il est en train de mobiliser. Il est en phase préparatoire des élections, M. Bonimi. Donc, est-ce que l'UPG peut faire de même pour essayer quand même de mobiliser avant les élections? Parce que nous savons que forcément, après la transition, il y aura des élections. C'est de ça que je parle. Oui, aujourd'hui, je crois qu'au début de l'émission, nous avons parlé de priorités. Siaka Barry, c'est son droit, c'est autorisé par la charte des partis politiques. Tout parti peut aller sur le terrain et sensibiliser ses militants, les mobiliser pour des échéances données. C'est différent de la campagne qui est fixée dans une période donnée. Maintenant, par rapport aux autres pays, partis plutôt, vous ne savez pas ce qui est en train d'être fait. Maintenant, dites-nous, au sein de votre parti, Au sein de notre parti, les structures sont mobilisées déjà sur le terrain et pour réveiller les structures et essayer de sensibiliser. Ça se fait à distance. Ce n'est pas forcément ma personne qui va être sur le terrain. Siaka Barry, c'est un nouveau parti.
l'UPG est un ancien parti qui a des structures et qui a besoin de remobiliser ses forces vives sur le terrain pour aller à des échéances. Donc le travail ne se fait pas de la même façon et dans les mêmes formes. Ça peut se faire différemment. Nous sommes en train de faire aussi la même chose, mais de façon différente, pas en étant sur le terrain pour... Quelle stratégie vous avez adoptée alors? Mais c'est ce que je vous dis. Les structures à la base ont été mobilisées pour réveiller les structures et les sensibiliser pour les élections de fin de transition. Alors, M. Jacques, on va un peu parler du fonctionnement de l'ANAD. Quels sont les préparatifs au cours de... c'est-à-dire quels sont les préparatifs au sein de cette organisation qui va se préparer pour les grandes échéances électorales? Bon, l'ANAD est une alliance politique. Avant, c'était une alliance électorale quand nous avons accompagné El Hadj Selou à l'élection présidentielle du 18 octobre. Et le 14 juillet, nous avons repris les textes de l'ANAD pour en faire une alliance politique. Et dans cette charte que nous avons signée, c'est clairement dit que l'ANAD, par consensus, désigne un candidat. S'il n'y avait pas de consensus, les partis qui veulent présenter des candidats à l'élection présidentielle peuvent les présenter, mais au deuxième tour, le candidat le plus bien placé est soutenu par tous les partis de l'ANAD. Donc aujourd'hui, tout le monde pense que nous travaillons seulement pour la candidature de El Hadj Selou. Ce n'est pas ce que les textes disent. Pour l'instant, le candidat de l'ANAD n'est pas connu. Pour l'instant. Et ça va être connu par consensus. Il y aura une session. Donc aujourd'hui, l'ANAD avait déjà commencé à se restructurer sur le terrain parce que l'ANAD est composé de plusieurs partis, 24 en ce moment, et les 24 se sont associés au niveau des préfectures, au niveau des sous-préfectures pour mettre en place les coordinations et les antennes de l'ANAD. Ce qui s'est fait aussi à l'étranger et ce travail se poursuit toujours dans le cadre des préparatifs de cette fin de transition. C'est pourquoi nous exigeons du CNRD des élections crédibles et transparentes parce que nous savons aujourd'hui que c'est le candidat qui sera retenu consensuellement à l'ANAD qui va être élu. Nous savons que nous sommes très forts et nous pensons aussi que le peuple est derrière nous et que ces élections qui viennent sont déjà un espoir pour l'ANAD pour gérer la République de Guinée. Ainsi prend fin, chers téléspectateurs, cette émission, cette interview sans concession avec M. Jacques Bonimi. Il est le président de l'Union pour le progrès de la Guinée et le vice-président de l'ANAD. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Jacques. Merci beaucoup. Merci. Retour sur le terrain avec Félix Milimono. Merci donc à Tonette Dédé Onivodi qui était du côté de l'UPG de M. Jacques Bonimi. Cette fois-ci, nous allons encore continuer cette interview avec l'Union des démocrates et citoyens de Guinée de M. Mohamed Lamine Diallo. Nous allons encore retrouver Alcène Barry qui nous attend de ce côté. Bonjour Félix, bonjour à tous. Nous sommes à Manéa, d'Ankoya, précisément à quelques encablures du mont Bana, où nous sommes venus à la rencontre d'un parti politique presque pas connu. C'est l'Union des démocrates et citoyens de Guinée. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique, notamment le retard de la mise en place du CNT, mais aussi le retour du capitaine Moussa Dadis et bien d'autres sujets que nous allons développer avec lui. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Bonjour, Alcène Barry. Oui, ça va, Dieu merci. Vous l'avez compris, nous sommes avec le parti Union des démocrates et citoyens de Guinée, de Mohamed Lamine Diallo. Bonjour monsieur. Bonjour. Parlez-nous de votre parti, depuis quand vous l'avez créé? L'Union des démocrates et citoyens de Guinée est née le mois de juillet passé, en 2020. Et nous sommes aujourd'hui une année et quelques mois. Voilà, c'est un jeune parti, mais qui est sorti d'une vieille peau. Quelles sont les activités que vous avez menées depuis la création de ce parti? Bon, depuis la création du parti, nous nous sommes dit,
d'abord de nous implanter. On a travaillé de sorte qu'on soit représenté dans toutes les préfectures. Et Dieu merci, aujourd'hui, il n'y a pas une préfecture de la Guinée où nous n'avons pas une cellule fonctionnelle. Sauf peut-être Forécaria où on n'a pas validé le bureau provisoire. Mais on est partout. Parlez-nous de votre personne. Bon, un peu de moi, je suis Mamadou Lamine Diallo. Je suis jeune Guinéen. Vos études post-universitaires, réellement, où vous avez fait ces études-là? Bon, après mes études universitaires, je suis un local. Hein. J'ai eu quand même une sortie sur l'Inde où je suis parti faire des études de 3 ans. J'ai obtenu un diplôme international dans l'administration et la planification de l'éducation à New Delhi. D'accord. On voit qu'il y a certains membres que vous allez nous présenter peut-être ici. Et c'est qui? Parlez-nous de ces personnes qui sont là. Vous avez ici le responsable, le secrétaire national chargé à l'implantation du parti, M. Adrien Tolno. Et là, vous avez M. Ablaye Diallo, qui est d'abord le porte-parole de notre comité de crise et en même temps du parti, mais aussi secrétaire national chargé des relations avec les représentations du parti à l'extérieur. Et en plus, c'est lui notre candidat au niveau du CNT. Donc vous avez un candidat au CNT? Ça tombe bien, on aura besoin de lui. Et lui, c'est l'autre? C'est M. Massaré. Il est notre secrétaire national chargé aux équipements et aux transports. C'est mon ministre des Transports et des Équipements. D'accord, le ministre des Transports et des Équipements. D'accord, dites-nous réellement, monsieur. Aujourd'hui, avec l'actualité politique, le retard de la mise en place du CNT, aujourd'hui, quel est votre regard? Bon, notre regard reste toujours le même. D'abord, je commencerai par dire que nous avons apprécié, comme tous les Guinéens, ce changement brusque. Vous avez apprécié le coup d'État, donc? Nous l'avons apprécié, il faut le dire. Parce qu'on était dans un étau d'étranglement. On ne savait plus où donner la tête. Et si les choses avaient continué, ça pourrait être autre chose. Mais avec un dénouement aussi pacifique que celui-là, c'est vrai que je déplore les quelques soldats qui ont perdu leur vie, mais nous nous en sortons bien aujourd'hui par rapport au Soudan, par rapport au Mali et d'autres pays qui ont connu des coups d'État ensanglantés. Donc nous disons que nous avons aimé, mais nous avons aussi des inquiétudes, nous avons des craintes parce que jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que la gente n'arrive pas à nous dire exactement quel est le chronogramme et quelle est la durée de cette transition. En plus, le CNT dont on attend, peut-être que dans les jours à venir, comme il y a la pression internationale, on verra ce que ça va donner. Est-ce que la Guinée réellement a besoin de la pression internationale? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des bases qu'il faut mettre en place. Et ces bases-là, est-ce qu'on a besoin forcément d'une date pour mettre ces bases en place? C'est une très bonne question. Vous devez le savoir, l'UDCG est un parti qui est constitué de jeunes nés en Guinée et grandis ici. Presque nous n'avons pas assez de connexions hors du pays, donc nous sommes purement nationalistes. Notre vision, c'est d'abord nous. Et donc la question d'indépendance, aujourd'hui, c'est normal qu'on veuille vivre sans les autres. Je vais préciser ma question. Je comprends votre question, je reviens dessus. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas accepter la pression internationale parce que nous sommes dans des conventions qui nous lient aux autres institutions du monde. Donc c'est une obligation. Par respect de nos accords avec les autres pays du monde, on est obligé de rester dans la dynamique mondiale qui favorise aujourd'hui la démocratie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche vraiment la mise en place du CNT? Surtout ça, je pense que c'est avec ça qu'on pourra connaître la date, la durée de la transition. Comme c'est un coup d'État, c'est quelque chose qui vient d'une façon hasardeuse. Il se pourrait que ces gens-là n'ont pas eu suffisamment de temps pour préparer toute cette situation avant de réussir le coup d'État. Et ils ont besoin du temps, certainement. Mais il n'y a pas d'excuse quand même qu'ils ne veuillent pas dire nous sommes venus pour une transition de 2 mois ou bien de 6 mois ou bien de 3 ans. Ils peuvent se prononcer. Mais si il a dit qu'il veut ensemble, toute la population guinéenne, le peuple de Guinée, à travers l'institution qui va être mise en place, le CNT, propose un calendrier, c'est un peu ambigu.
il faut le reconnaître. Il y a anguille sur roche. D'abord même, oui, il propose ça, mais d'abord même le CNT n'est pas mis en place. Parce que c'est quand le CNT va être mis en place qu'on pourra parler de calendrier. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons considérer que le CNT est déjà mis en place, est déjà totalement mis en place parce que tous les partis politiques, la société civile, les gens ont déposé la liste de leurs candidats. Oui, C'est mais on parle 81 membres. Mais ces 81 membres-là, s'il n'y a pas eu de consensus entre les entités et qu'on remet les documents au ministère de l'administration du territoire, c'est au CNRD de voir le profil de chacun et peut-être choisir. Ce que je dis là, c'est mon opinion personnelle. Les partis politiques sont déjà biaisés. Sur 81 membres, si on n'a que 15 membres pour les partis politiques, pour un organe qui doit être une assemblée, qui doit fonctionner comme une assemblée, ça devrait être majoritairement des partis politiques. Ouais, malheureusement, les 15 sont déjà partis. Vous avez dit que vous avez un représentant là-bas. On va rencontrer ce représentant. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Abdoulaye Diallo. Qu'est-ce que vous pouvez apporter vraiment au CNT? Parce que nous sommes un parti nationaliste. Un parti nationaliste, nous promouvons des valeurs de la nation et de la population guinéenne à la base. Il faut faire la promotion de la jeunesse. La promotion de la jeunesse. Il faut voter des lois qui vont dans le cadre du processus de développement de la Guinée. Et surtout aussi parce que nous remarquons depuis ces temps antérieurs que la classe politique guinéenne, elle est vieille. Donc il faut vraiment chercher à rajeunir la classe politique guinéenne. Donc il y a tous ces aspects-là. Je pense qu'il faut vraiment apporter tout ça. D'accord, ce sont ces propositions qu'il compte faire. On va continuer avec le président. Dites-nous, monsieur, on a vu cette semaine, ça a été toujours fortement marqué aussi par l'augmentation du prix du pain. C'est un parti politique, vous êtes un parti politique. Aujourd'hui, quel a été le regard de votre parti par rapport à ça? Bon, cette question, l'augmentation du prix du pain, ça a frappé tout le monde parce que le blé a connu une hausse. Mais sincèrement, si ce n'était pas la situation de la crise dans laquelle nous sommes, c'est un problème qu'on aurait pu gérer et maintenir le prix du pain, économiquement parlant. Parce que le blé, c'est vrai, de $350, nous sommes allés à $400. Mais connaissant le pays, la Guinée, si c'était en temps normal et que notre économie était dans une situation fonctionnelle, qui ne soit pas la période exceptionnelle dans laquelle nous sommes là, on aurait peut-être pu flasher un peu sur ces choses-là. Donc vous pensez que c'est normal, si je comprends bien? Oui, si les choses montent à l'international, ça va forcément se répercuter sur l'économie nationale. Nous devons le vivre. Mais si on avait un État fonctionnel, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une refondation. Et même notre économie, vous voyez avec le gel de tous les comptes, on ne peut pas avoir une même mise totale sur le circuit normal de nos revenus. Donc l'État ne peut pas se permettre aujourd'hui d'augmenter d'autres dépenses, par exemple en subventionnant. Mais si c'est notre parti, nous l'avons dit, nous sommes socio-libéraux et on aurait peut-être proposé une autre façon de tenir la balance équilibrée pour que le peuple à la base puisse manger normalement le pain. D'accord, on va toujours évoluer dans les questions. En fait, le retour du capitaine Moussa Dadis, on l'a entendu, vous l'avez suivi comme moi. Le CNRD finalement qui autorise le capitaine Moussa Dadis de revenir dans son pays. Aujourd'hui, quel a été, vous au niveau du parti, comment vous avez apprécié vraiment cette nouvelle? Bon, nous restons Guinéens et nous apprécions que tout Guinéen, qu'il soit de l'extérieur ou de l'intérieur, quand il veut se mouvoir, qu'il ait cette liberté. Dadis, le capitaine Dadis, est de la Guinée, il a géré le pouvoir ici. Et il y a eu des problèmes, c'est vrai, et c'est à la justice de nous dire ce qui est dedans. Mais il faut qu'on l'autorise de revenir en Guinée. C'est normal aujourd'hui si le CNRD l'accepte de venir. Mais comme je l'ai tantôt dit dans la collaboration avec les autres pays du monde, il faudrait qu'on voie son retour très bien pour que quand les bobos de justice qui sont là soient revus. On sait que les Toumbas sont en prison, les Konaté sont de l'autre côté, qu'ils reviennent et qu'on permette enfin aux victimes de ces exactions de 28 septembre-là soient revues et qu'on les écoute. Le président Condé, depuis le 5 septembre, il est perdu de vue. Tout dernièrement, on apprenait qu'on l'a mené à la résidence de sa femme. Et bon, comment vous appréciez tout cela?
Bon, Alpha Condé, président aujourd'hui comment on appelle ça? Président surveillé. Dans surveillé, est une situation difficile. Vous savez, le souhait que j'ai personnellement, que ce peuple de Guinée soit la meilleure démocratie du monde. Ça aurait été bien qu'il passe ces 2 mandats et qu'il ait quitté le pouvoir en nous donnant vraiment l'espoir qu'il nous a donné quand il est venu en 2010. Nous avions pensé que quelqu'un qui a vécu hors de la Guinée... C'était un farouche opposant aussi, qui s'était vraiment opposé à tous les régimes. Pour qu'il y ait de la démocratie que nous avons connue depuis 1993, que moi j'ai vécu, que j'ai même soutenu en un moment, tout petit, que cela arrive aujourd'hui jusqu'à ce qu'il soit débarqué du navire du pouvoir suite à une manigance politique pour se maintenir, c'est décevant. Mais il faut encore attirer l'attention du CNRD, d'écouter le monde et la population pour que la liberté et son intégrité physique ne souffrent de rien. Voilà, nous avons entendu à peu près des choses qu'il y a des gens qui ont porté plainte contre le président de la République, c'est normal. Moi je crois que le problème de Alpha, jugé, ne devrait même pas se limiter à lui. Il nous faut une justice transitionnelle. Il faut aujourd'hui revoir même la gestion de Lansana Conté. Pas Lansana Conté, mais il y a des cadres qui ont servi en ce moment et qui ont fait des exactions sur la population, même si ce n'est pas les crimes économiques, mais il y a eu d'autres exactions. Donc aujourd'hui, c'est normal que le CNRD, avec les institutions que nous sommes en train de mettre en place, que les gens essayent de toiletter et laver la situation de chacun de nous. Donc vous appréciez vraiment la plainte que les victimes du professeur Alpha Condé ont portée contre lui, si je comprends bien. Même s'il n'avait pas porté plainte, ce n'est pas une simple appréciation, même s'il n'avait pas porté plainte, le mouvement dans lequel nous sommes, s'il doit avoir une réconciliation nationale, il faut que les Guinéens s'écoutent, il faut que les gens acceptent d'avouer ce qu'ils ont fait vraiment comme du mal aux autres Guinéens, pour que ces Guinéens-là reconnaissent qui est leur bourreau réel et s'ils doivent pardonner pour qu'ils puissent pardonner. Moi, je ne demande pas ce qu'on juge aujourd'hui Alpha pour avoir été président de la République, mais s'il a tenu des décisions, il a donné des ordres pour qu'on tire sur des populations jeunes de la République de Guinée, on doit l'entendre sur ce fait et lui faire payer le prix que ça vaut. Et s'il n'a pas donné, il doit le dire parce qu'il ne va pas se laisser faire. Il va dire qui est-ce qui a donné ces instructions qui ne relèvent pas de lui pour que ces gens-là soient mis là où ils doivent être. D'accord, on s'achemine vers la fin de l'interview. La CEDEAO qui brandit des menaces, notamment le dimanche, il y aura une réunion de la CEDEAO. On pourrait assister à des sanctions réellement. Sanctions de la CEDEAO, sanctions des institutions internationales, c'est de la routine. Nous vivons déjà les sanctions. La Guinée, on est pauvre aujourd'hui, la crise est dans la poche de chacun. Bon, mais ce qui est à dire, c'est appréciable parce que nous sommes avec une junte militaire. Nous apprécions le colonel Doumbouya pour l'action qu'il a eu à faire. Nous apprécions toutes les actions qu'il est en train de mettre en place aujourd'hui. C'est des choses appréciables. Mais il faut faire attention, l'armée n'est pas faite pour gouverner. Et une transition, plus elle est courte, plus elle est rassurante. Donc, vous pensez que c'est normal les sanctions? C'est normal les sanctions. Il faut que le CNRD accepte ce que les pays du monde partenaires à la Guinée proposent pour que nous retrouvons la démocratie. Voilà, c'est sur ces mots qu'on termine cette interview au siège de l'UDCG avec Mohamed Lamine Diallo. Nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cet autre numéro de cette émission. Merci donc à Mamoudou Condé, à Aliou Ba, à Amara Alexila. Prenez donc soin de vous en compagnie des programmes d'Espace TV.